Bonjour et bienvenue à tous dans Tutti Foot, votre émission qui met à l'honneur tout le foot corse, amateur, semi-pro et professionnel. Patrice, bonjour. 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 Et avec nous en plateau cette semaine, le Football Club de Tog à Bastia, avec Jacques Pianelli, président du Football Club de Tog, et monsieur Pierre-Paul Minigogne, entraîneur général. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, le FC Tog, un club historique des quartiers de Bastia, d'où son slogan « Un carro di una storia, una gioventù ». Président, comment ce projet a vu le jour? Comment on a concrétisé ça après 20 ans de mise en sommeil du club? Alors écoutez, je savais qu'il y avait des discussions entre anciens, des discussions de comptoir, on dirait entre guillemets, ça serait bien d'essayer et tout, de refaire le club dont je n'étais même pas concerné, hein, on m'en faisait part, ça serait bien. J'étais un peu sceptique, je dis les gars, on ne peut pas revenir en arrière. 25 ans après, et puis non, il faudrait, bon, enfin bref, au bout de quelques micro-réunions, hein, par-ci, par-là, personne ne voulait se lancer complètement au niveau surtout de la présidence, donc on m'a proposé en tant qu'ancien, et vu que mon père était le premier président du club, d'essayer de relancer ça, et puis bon, allez, je dirais, je me suis laissé séduire, allez, entre guillemets, donc du coup, après, on a essayé de constituer un groupe de dirigeants, d'essayer de voir un petit peu pour aller présenter, surtout, le projet que nous avions auprès des collectivités, CAB, mairie de Bastia, entre autres. Le foot populaire et les clubs de quartier disparaissaient un peu avec le temps de la ville de Bastia, mais avec le FC Lupino qui a été créé en 2020. Et maintenant, vous, Tog, qui est un club intramuros, parce que Lupino, c'est un peu en dehors de Bastia, les clubs populaires et les clubs de quartier ont été remis au goût du jour avec vous. C'était un petit peu notre souhait, hein. Donc, l'avantage d'avoir le petit stade de Tog qui était dans un état délabré, vu que plus personne ne l'occupait, sauf du football, des jeunes qui montaient les week-ends, s'amusaient et tout. Donc pour pouvoir repartir et relancer ce club intramuros, il fallait quand même qu'on ait des garanties au niveau des infrastructures et de l'accueil qu'on pourrait réserver essentiellement dans un premier temps aux jeunes. Donc au fil de réunions avec ces collectivités, il y a eu 2-3 réunions, on a réussi à caler un calendrier de réflexion des installations progressivement. Et puis vous êtes un peu victime de notre succès, puisqu'on sait que ce soit la saison passée ou cette saison, chez les jeunes, Tog a fait sensation, puisqu'il y a pas mal de catégories qui ont été créées, avec notamment pas mal d'éducateurs que vous allez bien évidemment présenter. Et c'est vrai que ce club de Tog ça a redynamisé un peu les clubs de ville, effectivement. Oui, effectivement. Après, bon, victime du succès, non. Parce qu'on essaie quand même de rester dans quelque chose de cohérent. On ne va pas s'inventer des choses qu'on ne pourra pas faire. Donc là, cette année, comme vous dites, l'an dernier, bon, c'était un peu plus compliqué parce qu'on a redémarré sur pas grand-chose. Et on a pris ce qui est venu et on n'avait pas d'éducateurs non plus, hein, il faut dire ce qui est. Hein. Cette année, on redémarre on a 6 éducateurs. Donc en jeune, il y a 4 catégories différentes. Ça représente à peu près presque une centaine de gamins. Et on essaie, par rapport entre le fait de pouvoir accueillir ces licenciés, en fonction de nos éducateurs, en fonction des infrastructures, parce qu'on est assez limité. Bon, le stade il est petit, en super état non plus. Et donc on essaie de rester dans ce qu'on peut faire. Vous avez aussi des catégories seniors, vétérans. Ça aussi, ça prend le temps de se créer, ça prend le temps, c'est un investissement aussi quotidien. La catégorie vétérans, c'est surtout pour garder l'esprit du club. On dirait que c'est dans la catégorie, je crois qu'il y a une vingtaine, un peu plus d'une vingtaine de licenciés sur les vétérans. C'est beaucoup des pères des licenciés, des éducateurs,
dirigeants, les gens autour du club, des sponsors. C'est l'esprit familial aussi Voilà, qui veut ça. c'est surtout à ce niveau-là. Après, cette année, on a monté la R4, qui était au départ pas trop de notre volonté. C'était un concours de circonstances. Et donc, il y a des gens qui étaient qu'on a connus, qui étaient soucieux de monter cette catégorie. C'est beaucoup de jeunes de la ville. C'est une catégorie d'âge où c'est qu'on a une moyenne d'âge, c'est quand même pas trop élevé. C'est des jeunes qui voulaient évoluer ensemble. Il y a un entraîneur qui est arrivé, en l'occurrence Pierre Anziagne, avec un petit noyau de dirigeants aussi. C'est une petite structure dans la structure, on dira. Mais pour l'instant, ça se passe très bien. On est content. Alors qu'au départ, c'était pas trop la volonté du club d'aller aussi vite à ce niveau-là. Mais vu comment ça se goupille, on va pas trop se plaindre. Ben, on va y revenir de façon sur ce championnat de R4, puisque pour l'instant, Tog est bien placé au classement. Hein. Et je voudrais juste préciser, donc en complément de ce que vient de dire Pierre-Paul concernant la R4, c'est que, outre la moyenne d'âge qui est c'est du 19-24 ans, hein, voilà, hein, c'est que on a une trentaine de licenciés et que on pourrait avoir jusqu'à 6 mutés. Ah oui, c'est-à-dire des joueurs qui viennent d'ailleurs, on n'en a que 3. Ce qui veut dire que 99% de l'effectif composé de joueurs qui ne jouaient nulle part. Ouais. D'accord. Important. Ah oui, c'est quand même. Oui, je veux dire. C'était pas licencié. Voilà, donc ils jouaient nulle part. Ouais. D'accord. Voilà, donc ils avaient vu le club repartait, ils ont sollicité, comme dit Pierre-Paul, c'était pas une priorité. Le discours a séduit, on a dit pourquoi pas. Mais là, comme je vois, je vous dis, c'est des 99% sont des joueurs qui n'évoluaient pas dans d'autres clubs. On pourrait encore en récupérer quelques-uns, mais bon, c'est pas trop l'objectif, ils sont 30 déjà. On a été sollicité pour récupérer, mais voilà. Donc c'est quand même un peu paradoxal. Cohérent, hein. Bien sûr. Et au-delà de la R4, vous avez aussi la catégorie vétéran que beaucoup de clubs ont quand même, mais vous avez aussi le foot en marchand. Le foot en marchand qu'on voit de plus en plus arriver, qui est arrivé il y a 3-4 ans, il me semble. Mais pas tous les clubs ont cette catégorie. C'était réellement une volonté aussi d'intégrer cette nouvelle façon de jouer au foot. Alors disons qu'il y a deux éléments qui fait qu'on y est venu. La première, c'est qu'au club, on a notre référent qui est un vétéran, c'est Jean-Paul Capour, qui est une des personnes qui était au départ du foot en marchand et qui est assez investi là-dedans. Et vu que jusqu'à l'an dernier, c'était surtout des licences à la Ligue, et là, la Ligue a quand même essayé de dispatcher sur les différents clubs qui étaient prêts à jouer le jeu là-dessus. Donc nous, maintenant, en foot en marchand, on a quand même une quinzaine ou une vingtaine de licenciés. Hein. Ah oui, quand même. On a récupéré beaucoup qui étaient à la Ligue, et on a et ça nous tient assez à cœur, justement, de par... parce que Jean-Paul est assez investi. Il y a aussi Didier Grassi qui est au club, qui fait partie aussi à la Ligue des précurseurs sur cette catégorie-là. Et la deuxième chose aussi, c'est que d'où la fermeture des terrains de foot au C5, on est amené un dimanche, tous les 2-3 dimanches, à mettre le terrain à disposition aussi pour le dimanche matin pour qu'ils puissent venir jouer. Donc aussi, bien entendu, ça fait beaucoup d'éléments qui font que oui, à ce niveau-là, on est assez investi. Ouais. Avant de parler de s'accentuer sur la R4, on va commencer par la Coupe de France parce que les clubs corses vont jouer, Patrice, avec Corté, le Gallia, le Sporting et la CA. Oui, effectivement, 7e tour. Les clubs corses rentrent dans cette compétition. Je parle finalement pour les clubs de Ligue 2, puisque le Sporting va rendre visite à Fréming, un club de Régional 2. Les Herbiers, lui, National 2, va recevoir l'AC Ajaccio, les Herbiers finalistes de la Coupe de France en 2018. L'USC Corté, lui, va recevoir l'INAS Montéry. Et le Gallia Luchagne, National 3, va recevoir Charleville, National 3. C'est dire quand même l'importance de ce 7e tour pour les clubs corses. Il y a de quoi aller chercher une qualification au 8e tour de cette Coupe de France pour les clubs corses. Allez, maintenant, Régional 4. En Régional 4,
Ponteleccia s'est imposé très largement face au Sud, qui est son concurrent direct, 5-0. Ponteleccia qui est maintenant premier de ce classement ex-aequo avec la réserve du Sud. Et Tog, vous avez gagné ce derby contre la Juventus Bastiac sur des buts de l'éculier Clamence qui met un doublé et Frandine. Vous êtes maintenant 4e au classement. Quel est l'objectif cette saison? D'abord de faire prendre le groupe, ou on pense déjà à la montée en Régional 3 ou pas du tout? L'objectif, généralement, quand vous voulez monter et que vous voulez passer sur certains paliers, l'objectif aussi, c'est d'avoir une catégorie, que ce soit les 17, les 19, les 15, c'est que vous préparez déjà au moins, je dirais pas la moitié, enfin quoi que ça se passait à Tog à l'époque, où c'est que sur les catégories seniors, c'était souvent des jeunes qui étaient formés au club. Donc nous, pour l'instant, on n'a pas cette capacité-là et on n'a pas ces catégories-là. Donc on n'aurait aucun intérêt à vouloir brûler les étapes. Absolument. Voilà. Après, l'objectif qu'on s'était fixé au départ, c'était de partir sur les petites catégories. Cette année, on a monté d'une catégorie, on a les U13, parce que par la force des choses, on voulait garder des joueurs qui passent cette catégorie. Et je pense que, je vois qu'il ne va pas me contredire, c'est l'objectif du club de monter d'année en année sur des catégories. Bon, bien entendu, c'est plus les mêmes budgets, c'est plus le nombre d'éducateurs, c'est pas la même structure. Donc on va pas mettre les charrues avant les bœufs. Hein. Et c'est vrai que ce championnat de Régional 4, même Régional 3 je dirais, hein, on l'a vu sur plusieurs saisons, il y a des clubs qui ne sont pas forcément structurés en jeunes, qui se retrouvent à être premiers ou second au classement, qui ne peuvent pas accéder, la Ligue refuse l'accès. Voilà. Et en fait, si vous vous retrouvez dans les 4 premiers, vous risquez peut-être d'avoir la possibilité de monter. Il y a des chances, oui. Après, on pourra monter, on a les quotas sur les jeunes. Mais comme je vous dis, là, bon, et encore, quoique là, on est sur une moyenne d'âge quand même assez peu élevée, donc sur les 4-5 prochaines années, je ne pense pas que ça changera d'iota. Mais l'objectif du club, c'est plutôt de monter de catégorie, et justement, bon, après, plus tard, mais bon, pour l'instant, on n'est pas là, on a repris l'an dernier. Il ne faut pas brûler les étapes. Passer d'une R4 à une R3, c'est pas... Non, voilà, non, après, ça sera pas grand. Voilà, c'est pas... Ça sera pas une grosse différence. Voilà, ouais, il faut garder, raison garder, comme on dit, quoi, hein, voilà. Mais bon, moi, le principal, c'est que les gamins, ils s'amusent, qu'ils se régalent, et ça va même au-delà des faut des espérances, parce que presque, ils sont presque un peu foufous, je dirais. Parce que, non mais on a un créneau, ils ont un créneau le mardi et le vendredi de 20h à 22h à Volpage. Alors Sporting ou pas Sporting, ils sont toujours plus de 20 à l'entraînement le vendredi. Ah oui, ça... C'est beau, hein. Ils n'ont jamais raté un entraînement le vendredi, alors que le Sporting soit à la télé, soit à domicile. Le soir de Bastia, Paris FC, match phare, hein. Ils étaient 26 à l'entraînement. À la même heure. La passion, hein. C'est vrai, c'est important de... Non, la passion. C'est le fait aussi déjà que, comme on disait, c'est une moyenne d'âge pas très élevée, donc c'est toujours dans des trucs où c'est qu'on est toujours aussi passionné, tout ça. Après, il faut souligner l'investissement de Pierre Anziane aussi, hein, qui fait que souvent on est en R4, on vient s'entraîner, on fait un match. C'est pour ça que j'ai soulevé le... Et là, il prend les choses à cœur, il fait ce qu'il faut. Il y a eu un bon programme de reprise, là, et les entraînements, les gens qui vont s'entraîner, ils prennent leur plaisir. Donc, et même des clubs au-delà des catégories de Régional 4 qui ont du mal à regrouper une vingtaine de joueurs aux entraînements. En plus, sur des périodes maintenant, novembre, décembre, février, mars, c'est un peu compliqué. Comment dire, l'ADN se fait naturellement, même au-delà de... Pas plus tard qu'hier soir, le coach, il m'appelle, il m'a dit, le gardien du stade m'a appelé, il pleut tellement, le terrain est inondé à Volpage. Jacques, qu'est-ce que je fais? J'annule l'entraînement ou pas? J'ai dit, Pierre, tu as libre cours, c'est toi qui es le coach. Tu vois, jusqu'à... Donc ça se... bon, allez, on croise les doigts que ça continue comme ça, il n'y a pas de raison, hein. Et on peut passer à la Régional 3. Allez, Régional 3 qui a vu la victoire de l'ECB 3-0 face à la réserve d'AFA. Monticello Lupino, c'était une victoire du FC Lupino, 5 buts à 1. On le voit au niveau du classement, l'ECB est premier avec 24 points. Calenzane, lui, est second avec 22 points. Lupino est troisième avec 20 points. Pour les prochaines journées, Calenzane va recevoir l'ECB. Ça va être le choc de cette
cette prochaine, de cette 8e journée. Antizan Dvetsan, lui, va recevoir le Cabigours, et Lupin, lui, sera exempt pour cette prochaine journée. Allez, Régional 2 maintenant, qui a vu la victoire, la belle victoire du Gallia Luciana à 1-0 façonné. On va le voir en image. Le Gallia qui, dans ce match, s'est imposé sur la plus petite sur le plus petit score, mais qui a su concrétiser. On va d'abord sur une belle première frappe de l'attaquant de Luciana. Le Gallia qui est premier de ce classement devant la réserve de la Balagne, et Bonifacio qui est troisième ex aequo avec la Pieve, Montigello et la réserve de Corté. C'est un championnat assez resserré en Régional 2. Ouais, assez resserré. Et puis le Gallia, de toute façon, confirme toujours leur bon début de saison avec 5 victoires, un match nul et une défaite. C'est vrai que cette équipe de Gallia, on le voit dans cette Régional 2, c'est les réserves qui dominent pour le moment le haut du classement. Mais Bonifacio et surtout la Pieve Adilote qui s'est imposée ce week-end au GFCBL commence un peu à se rapprocher de ce haut de classement. Mais bon, on le voit tout le temps, c'est assez serré entre le 3e et le 6e. Oui, et la réserve de la Balagne qui a creusé l'écart avec Corté. C'était le choc dans cette 7e journée de Régional 2. La Balagne qui s'est imposée 3-2 face à Corté. Corté qui chute dans ce classement, qui est maintenant 6e. Corté qui devra se relancer contre la Costa Verde et qui est aussi un peu en dedans dans ce championnat. Et le Nebio qui va recevoir Bonifacio, le long déplacement des Bonifaciens. Et la deuxième équipe du Gallia Luciana sera exempt pour cause de forfait général pour la réserve de l'FJEB. Allez, on va passer à la Régionale 1 qui a vu la victoire de Porto Vecchio 3-2 face à Bocconian. Pour la petite info, il y a eu un changement d'entraîneur du côté de l'AS Porto Vecchio, puisque Nicolas Gennarelli n'est plus l'entraîneur principal de l'équipe première. La Casine qui a étrié AFA 4-0 et la 3e victoire consécutive du FJEB face à Ghisonacci Prunil. Et justement, on a eu les réactions d'Eugène Orlandouch sur cette victoire ce week-end face à Ghisonacci. Bonjour Jean-Baptiste, en effet cette victoire est fait du bien et vient confirmer un peu notre forme actuelle du moment. C'est vrai qu'on a eu un début de championnat compliqué où dans nos prestations c'était cohérent, on n'était pas loin. C'est souvent des faits contraires de jeu ou un manque d'expérience sur certains matchs qui a fait qu'on n'a pas pris certains points. Mais là on a réussi à redresser la barre, on a aussi à récupérer certains garçons dans l'effectif qui font qu'aujourd'hui on a un effectif un peu plus compétitif et un peu plus conséquent en quantité, qui fait qu'il y a un peu plus de concurrence dans l'équipe, d'où on le ressent dans les prestations, même si ce week-end c'était compliqué contre Guizot, mais on a réussi quand même à prendre les points. À défaut, comme on dit, à défaut d'être beau, faut savoir gagner, et c'est ce qu'on a fait ce week-end. Des points qui sont importants dans l'obtention du maintien, qui est notre objectif cette saison. Voilà. Déjà, on a eu un effectif qui a été quand même renouvelé à plus de 75%. Ensuite, ça a mis du temps à se mettre en place, un nouveau coach, un nouvel effectif, trouver de nouveaux automatismes. On a beaucoup de garçons qui sont âgés d'une vingtaine d'années qui découvrent le championnat. Donc, on n'était pas loin dans ce qu'on proposait, mais il manquait certaines choses. Il a fallu aussi rappeler que pour jouer un maintien, il faut avoir un certain comportement, notamment au niveau défensif. Et tout doucement, les garçons ont commencé à prendre conscience de ce qu'il fallait mettre, je dirais, sur le terrain pour aller chercher des points. Et ça s'est concrétisé sur les 3 derniers matchs. Eh ben, en effet, c'est, comme vous dites, c'est un championnat totalement illisible parce que, bon, à part le GFCA qui, à mon avis, va s'envoler, s'est déjà envolé au niveau de comptable, au niveau de ses prestations, de ce qu'il propose, c'est largement au-dessus. Ensuite, les autres équipes, on a vraiment l'impression, comme le disent certains coachs, certains présidents, que tout le monde peut battre tout le monde. On le voit les résultats le dimanche, où on pense que certains vont faire des résultats sur certains terrains et puis c'est le contraire qui se passe. On reçoit Chica qui est promu, qui a déjà 4 victoires, qui propose des choses apparemment dans le jeu. Donc, comme vous dites, c'est des matchs à 8 points parce que c'est des concurrents directs et tous ces matchs-là, surtout à domicile, sont très très importants dans l'optique du maintien. Il faudra essayer d'aller chercher des points encore dans 15 jours contre Chica, puisque ce week-end il y a relâche. Voilà, c'était les mots de Eugène Orlandouch, l'entraîneur du FJEB. On le voit au classement, le GFCA qui domine cette régionale 1 avec 28 points, Bocconian qui est second avec 20 points, 3e le Svar avec 20 points, 4e Echika Soares
Soirée avec 19 points. Et on voit le FGEB se rapprocher de plus en plus du haut de tableau. Le FGEB qui va recevoir dans 2 semaines cette équipe d'Echika Soirée. Ça va être un match quand même assez important pour les hommes déjà dans Landouchi. On le voit dans ce championnat. Il suffit de faire une belle série comme l'a fait l'FJE Bigou. Il y a 3 victoires de suite. Ils étaient 12e, 11e jusqu'à il y a 2-3 semaines. Ils se retrouvent 6e à 3 points de Boconia. Donc c'est un championnat quand même très très homogène, cette régionale 1 qui est juste en dessous de la nationale 3. Ouais, il faut dire aussi que le GFCA va recevoir la Kazink pour dans 15 jours aussi. Et le GFCA, c'est un rouleau compresseur. On voit vraiment qu'il y a eu de l'investissement du côté du GFCA depuis leur montée en Régional 2 et j'ai l'impression que personne ne peut arrêter cette équipe du gaz. Il faut dire, messieurs, surtout que le GFCA n'a rien à faire. n'a rien à faire en Régional 1 déjà. Ça va mener à aller plus haut, donc automatiquement. Ouais. Heureusement d'ailleurs. Ouais. On a envie de les voir beaucoup plus haut que des VGT en R1. Ah oui, c'est un club historique. C'est un club historique, bien entendu. Qui est souvent qui a connu le plus haut niveau en 2015-2016 en Ligue 1, la Ligue 2, mais qui était en National 2 pour la plupart du temps. Allez, maintenant, National 3, groupe D, avec la réserve du Sporting, la réserve de l'ACA et le FC Borgo. La réserve du Sporting s'est inclinée à l'Inas Montlhéry 1-0. L'ACA qui a gagné 2-1 face à Alençon et le FC Borgo qui a fait 1-1 contre Grand Quevilly. Le FC Borgo qui est toujours premier de ce classement. La réserve de l'ACA est 4e avec 14 points mais avec un match en moins. Et la réserve du Sporting est 9e avec 10 points et toujours un match en moins. La réserve du Sporting qui va recevoir pour ce week-end contre l'Avant-Garde de Caen pour le match en retard de cette 7e journée. Ouais. Borgo qui se déplace à Dives et la réserve de la CA Ajaccio qui se déplace à la SPTT Caen aussi. Ouais, c'est National 3 qui est réussi pour l'instant au Club Corse. Allez, groupe J, le groupe du Gallia Luciane du Sud et de Corté. Le Gallia s'est incliné sur la pelouse de la réserve olympique de Marseille 5-0. Corté qui a fait match nul face à la réserve de Montpellier 0-0. Et le Sud, on va le voir en image, qui s'est imposé face à Agde 1-0. Les hommes de David Caridus, ça leur fait du bien cette victoire à domicile pour cette équipe du Sud qui recolle à la 11e place de ce classement. On sait que c'est très serré entre le Sud et Egg. Ça se joue, ils sont tous à 6 points, que ce soit le 11e ou le 14e. Et on voit justement sur cette image que c'est sur un penalty que l'équipe du Sud s'impose dans cette rencontre. Oui, et le Sud qui va se déplacer pour la prochaine rencontre à Corté, c'est des concurrents directs, c'est le derby, non seulement, et ça va conditionner à leur saison parce que ils ont du mal à lancer leur championnat, que ce soit Corté ou le Sud, et même le Gallia qui peine un peu, qui a enchaîné le match nul et le revers contre la réserve de l'Olympique de Marseille qui a 9 points et 10e juste devant le Sud, cette équipe du Gallia Luciane. Ouais. Surtout le Sud va avoir un avantage, c'est qu'ils vont être je dirais Corté à un match supplémentaire avec la Coupe de France. Est-ce que ça va pas y jouer aussi sur les organismes de se dire il y a une opportunité à avoir pour le Sud qui va se déplacer du côté du stade de Sando Manfredi. Et le Gallia va recevoir la réserve de Montpellier où Corté a fait 0-0 le match précédent. Allez, National 2 groupe C avec la Balagne qui a fait 1-1 face à Beauvais qui a arraché l'égalisation et Fouriani qui a fait 2-2 face à Bischheim. On va le voir en image, le Fouriani qui était mené de 0 et qui a su revenir dans ce match, trouver les ressources nécessaires pour renverser la vapeur sur un but une égalisation du capitaine qu'on a reçu la semaine dernière en plateau, Thibaut Vallière, qui place Fouriani en 4e position, juste derrière le FC Balagne, qui est avec 20 points et 3e, et toujours un match en moins. Ouais, c'est vrai que force de caractère, cette équipe de Fouriani, on le sait, on les a reçus sur la dernière émission. C'est vrai que voilà, il faut apprendre aussi.
Comme l'avait dit le capitaine, il faut apprendre des fois à perdre, à prendre des risques. C'est vrai que là, sur 2-0, on voyait un peu un scénario un peu difficile pour les hommes de Romain Paturel. C'est vrai qu'avec cette force de caractère, ils sont revenus dans cette rencontre. Deux buts partout et ça fait du bien, comme tu l'as dit Jean-Baptiste, au classement. Et je voudrais noter aussi le match nul du FC Balagne, parce qu'il y a une égalisation. Et ça, c'est important de le préciser, comme le week-end dernier dans les arrêts de jeu. Et là, c'est le gardien Guérin qui a marqué de la tête. C'est incroyable. C'est un peu comme la même image qu'on a vu avec le gardien de Rodez en Ligue 2, est allé chercher l'égalisation pour cette équipe du FC Balagne. C'est aussi la force de caractère des... Et quel but, surtout, parce qu'il y a le geste. Il y a le geste, et quel but. Voilà, la force de caractère des clubs corse dans cette Nationale 2 qui permet de voir 3e la Balagne et 4e Fouriane. Allez, avant la prochaine journée, il y a le match en retard du FC Balagne qui est Créteil. Ils vont se déplacer à Créteil samedi à 19h, les Balanins. Et pour la prochaine journée, le Fouriane il va se déplacer à Chambly. Et le FC Balagne va recevoir Fleury, qui est actuellement leader de ce groupe C de National 2. Allez messieurs, on va passer à la Ligue 2 qui a vu le match nul in extremis du Sporting, 2 buts partout à Laval. L'AC Ajaccio, lui, s'est relancé à domicile, s'est imposé 2-0 face à Clermont Foot. On le voit au niveau du classement, le Sporting est 10e avec 12 points. L'AC Ajaccio est premier non relégable, 15e avec 14 points. Le Sporting a 16 points, excusez-moi, pas 12 points. Pour les prochains déplacements, alors bien sûr, ce week-end, c'est Coupe de France. Le Sporting, dans 2 semaines, recevra Lorient, qui est second de ce classement, et l'AC Ajaccio en clôture de cette 14e journée se déplacera du côté de Dunkerque, un Sporting qui continue à faire match nul dans ce championnat, 7e match nul pour les hommes de Benoît Tavenot. Il faut trouver la recette du côté du Sporting, il faut tenter, il faut essayer. C'est vrai qu'en ce moment le Sporting Sporting ne descend pas tellement au classement, mais le Sporting se rapproche petit à petit de la zone de relégation. Ils sont dans ce qu'ils avaient annoncé, de toute façon. Et ça se fait pas en 10 minutes, ça. Non, Il va falloir un peu de temps. Mais bon, là, moi, je trouve qu'ils font un bon début de championnat quand même. Oui, bien sûr. Après, c'est vrai qu'on est assez exigeant, qu'on attend toujours beaucoup de choses, mais bon, je pense qu'ils sont dans ce qu'ils ont annoncé depuis le début. Sporting, c'est très Il y a paradoxal. pas de surprise. Mais moi, je trouve que pour l'instant, c'est assez cohérent. Ils ont 2 défaites au compteur, cette équipe du Sporting, au même titre que le Paris FC. Mais c'est vrai que c'est ces matchs nuls. Alors, c'est des scénarios fous, parce que des scénarios où le Sporting mène et se fait revenir, des scénarios où le Sporting est mené et revient. On l'a vu face à Laval, une équipe Sporting qui s'est montrée dangereuse, qui a ouvert le score par l'intermédiaire. Alors, bien sûr, c'est un but contre son camp, mais c'est quand même un coup franc extraordinaire de Julien Maggio sur cette action qui a permis l'ouverture du score. Et puis après, derrière, on a reculé. Et puis le Sporting s'est fait égaliser. Et... Apprentissage du haut niveau, ça. Ouais, c'est il y a beaucoup de jeunes joueurs et il y a un nouveau staff, un nouvel entraîneur. Et le temps qu'ils mettent ses idées en place, tout ça, bon, ça se fait pas en 2 jours. Mais tout en étant jeune, le Sporting, avec la force de caractère aussi qu'on lui sait, est allé égaliser dans les dernières minutes. Par l'intermédiaire de Félix Thom, ça va lui faire du bien à Félix Thom, ce but. Ouais, parce qu'il a loupé pas mal de face à face, mal payé, parce que bon, il faisait plutôt des bonnes rentrées à Félix Thom. Il fait des bonnes rentrées, Félix Thom, il n'arrivait pas à concrétiser, et je pense que ce but, comme tu l'as dit Patrice, ça va lui faire énormément de bien sur l'aspect psychologique pour la suite de ce championnat. Et l'ACA qui s'est imposé 2-0 pour les hommes de Mathieu Chabert aussi, ça fait du bien pour l'ACA Ajaccio de relever un peu la tête après la défaite la défaite face à Metz à domicile. Et puis avec Lorient, on aura le retour de Yannick Cahuzac à Fouriane. Oui. Ah oui, et même Olivier Pantalone qui est entraîneur principal de cette équipe. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a le retour de Cahu à Fouriane. Ça va être, je pense, un beau moment de convivialité entre. Espérons. Voilà. Oui, bien évidemment, mais c'est vrai que ça reste quand même une figure emblématique du Sporting qui a marqué son époque, Yannick Cahuzac. C'est vrai que ça va être un beau retour, en espérant, bien sûr, et nous on est chauvin, mais en espérant une victoire du Sporting. Un bon retour, samedi prochain. Bon accueil pour lui, et puis une victoire pour Bastia. Le scénario est idéal. Messieurs, oui, si tu veux en parler, vas-y. Une petite anecdote, vu qu'on parle du Sporting, sur vous, Jacques Pianet. Les deux premiers buts du TFCB en match officiel, c'était vous contre le Sporting Étoile Club Bastia à l'époque. Ça notait quand même. Ouais, c'est des beaux souvenirs. Hein. Ça me rajeunit pas. Bon, on était mené 2-0 à la mi-temps encore. Hein, contre le Sporting sur la pelouse de Fouriane. Et puis on a fait 2-2. Allez.
Alors messieurs, perspective, objectif du club de Tog, la jeunesse, on en a forcément parlé. Vous allez nous raconter l'anecdote des couleurs du club aussi, ça c'est important. Alors Et tout le monde nous demande, vous avez pris les couleurs de Toulouse et tout. J'ai dit, c'est complètement faux. Hein, j'ai dit donc à l'origine du club, en fait on était quand même 5-6 joueurs à jouer à un bon petit niveau, je dirais. Hein, c'est-à-dire on jouait en division d'honneur, ce qui était la R1 de maintenant, sauf qu'il n'y avait pas de National 3, et donc c'était le... Hein, donc moi, me concernant, je jouais à Borgo, FC Bastia Borgo, avec 2 ou 3 autres, Philippe Viola, son frère, donc on jouait quand même Serge Lator, hein, donc bon, on était tous du quartier, puis à un moment donné, on s'est dit... pourquoi pas faire un club, sauf qu'il a fallu partir du plus bas de la première série, mais bon. Donc pour revenir à l'anecdote des couleurs, donc ce petit groupe-là, on était quelques-uns à être supporters de la Fiorentina. Comme ça, on était supporters de la Fiorentina, donc on a choisi les couleurs de la Fiorentina, on est parti en Italie chercher les maillots, les survêtements, etc. Ah oui, d'accord. Ah, carrément. C'est allé en Italie, d'accord. Oui, mais tout simplement parce qu'à l'époque, on ne trouvait pas d'équipementier qui avait du violet. Voilà. Hein. Donc, on avait carrément été passer une commande au magasin de sport d'Antonioni. Antonioni Sport. À Florence. Donc, on avait commandé nos premiers maillots, nos premiers survêtements. Voilà, d'où l'origine des couleurs du club. Ah oui, quand même. Ça a un petit peu évolué lorsqu'il y a eu la fusion avec Cardo. Donc du coup, ils étaient en bleu ciel, on était en violet, on a choisi le bleu marine. Voilà, mais lorsqu'on a recréé le club cette année, on a voulu repartir sur l'année 1977 de la création du club et des couleurs d'origine. Voilà l'explication. Perspective du club, objectif. Je sais qu'on en a parlé en début d'émission. C'est toujours cette jeunesse d'aller vraiment la structurer au maximum, d'essayer de trouver encore plus, pourquoi pas, de catégories, peut-être plus tard, on ne sait pas. On sait que là, vous êtes bien structuré entre les U6 et jusqu'au U13. C'est ça l'importance aussi de TOG, c'est de garder cette ferveur populaire. Ça reste un club jeune quand même, malgré l'histoire de base du club. Là, c'est la deuxième année. Oui. Petit à petit, on va essayer de structurer... Au niveau des catégories, au niveau des éducateurs, au niveau des... Il faut du monde aussi. Hein. Il n'y a pas que... Il y a des gens qui sont en dessous des choses du terrain et tout. Et ils sont indispensables, ces gens aussi. Donc il faut toujours beaucoup plus de monde et beaucoup plus de main-d'œuvre, entre guillemets. Ça, je voulais quand même mettre en avant quand même. Bon, c'est évident. On nous voit sur les plateaux de télé, on a participé à quelques émissions. Il y a quand même des gens de l'ombre qui travaillent au club et je voudrais quand même leur rendre hommage. J'allais venir parce que c'est... Voilà, il faut leur rendre hommage. C'est ces gens-là qui font vivre un club. Hein, ils ne sont pas sur le devant de la scène, mais je suis personnellement en tant que président, moi je suis très fier et très content de l'équipe que j'ai autour de moi. C'est très 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 important, voilà. Hein, s'il n'y a pas ça, c'est ce que je redoutais un petit peu lorsque on a redémarré, puis finalement, au moment où on se parle, ça se passe très bien. Maintenant, il va falloir s'adapter à la manière dont vont avancer les choses, tant au niveau infrastructure qu'au niveau des personnes. Voilà. Mais bon, je suis optimiste, allez. Et voilà, au niveau des structures aussi, il y a la pelouse, ce synthétique-là. Est-ce qu'il y a une demande a été faite auprès de la CAB pour pouvoir peut-être réhabiliter ce terrain qui permettrait déjà de meilleures conditions d'entraînement? Écoutez, lorsque nous avions présenté donc carrément le projet de reprise du club, c'était assez mal engagé au départ, je dirais, hein, je ne sais pas tout pourquoi. Et puis, on a eu une réunion avec le président de la CAB, tout le service des sports, le maire de Bastia, Pierre Saville. On a présenté le projet, donc ils se sont engagés à faire, dans un premier temps, la réfection des bâtiments qui étaient fermés depuis des années. C'est chose faite, hein. On a des très beaux vestiaires, très beaux bureaux quand même. Et la CAB et la mairie se sont déplacés carrément sur le stade au mois de novembre dernier, il y a un an, pour faire un peu un état des lieux et tout. Bon, il a été convenu verbalement, bien entendu, on n'est pas là pour signer des contrats, que
à moyen terme, on nous referait l'aire de jeu qui maintenant commence à être un petit peu fatigué, vu la répétition surtout. Le terrain, il est occupé tous les jours. Hein. L'ancienneté aussi. L'ancienneté, donc tous les jours. Donc on a bon espoir, on fait confiance aux élus. Voilà, c'est pas un grand terrain, mais je pense que d'ici peu, on aura une bonne surprise en nous disant qu'il y a des lignes budgétaires qui se sont dégagées pour refaire le terrain. Je pense que là, lorsqu'on aura un terrain, là, je pense qu'on va quand même changer un petit peu de dimension tout en restant raisonnable. Oui. Parce que un club s'identifie à son stade, à son repère, c'est le QG hein, de tout stade de tout club qui veut son propre stade avec sa buvette, son ambiance et toute l'atmosphère qu'il y a autour du club. Tout à fait. Et là, je voudrais juste, excuse-moi, Pierre-Paul. La base du club. Ce terrain en centre-ville. Oui. Exactement. On a gardé un petit peu, donc je suppose que vous connaissez les lieux, hein. Aujourd'hui, c'est mercredi, jour des entraînements. Dans tous les autres stades, les parents, accompagnateurs et tout sont cantonnés derrière les grillages. Chez nous, ils sont sur le terrain. Il y a des chaises, ils s'assoient, ils sont à 2 mètres de leurs enfants. Alors ça agace un peu les éducateurs. Sur le terrain, ils sont dans l'enceinte. Voilà, dans l'enceinte. Mais l'enceinte est petite, Pierre-Paul. Donc, je sais. Et puis, je suis passé par là aussi, ça agace un petit peu des fois. Mais bon, ça vit. Tout le monde est là au bord du terrain. Il y a la buvette, ça discute. Et puis, à la fin de chaque entraînement, on offre toujours un goûter aux enfants. Toujours un goûter aux enfants, enfin, qui est concoté généralement par notre ami Gilles Sec. Il fait des gâteaux maison et qui les monte aux enfants. Donc tout à l'heure, là. De pâtissier. Non, ça je dit. Et tout à l'heure, donc là, les gamins, lorsqu'ils terminent leur entraînement, à la table, ils ont leur goûter à chaque entraînement, fin d'entraînement. C'est ce qui permet cette convivialité. Voilà, c'est des petits clins d'œil, mais bon, voilà. Oui, c'est convivial. Messieurs, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler de votre club, de tout ce qui se fait autour et à qui on souhaite un bon développement, que ce soit court, moyen et long terme. Patrice, merci. Merci à toi. Brice, merci à la réalisation qui est toujours finement ajustée. Impeccable. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Tutti Foot le mercredi. Merci à tous.